Bonjour à tous, bienvenue au podcast des CSF. Aujourd'hui, on a comme invité spécial Xavier Turgeon. Merci d'être avec nous. Merci à toi de l'invitation. J'ai hâte qu'on fasse ce podcast. Excellent. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui que t'es en fait? Ouais, en fait, je suis rentré dans le domaine des finances, ça va faire 5 ans cette année. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Puis avant ça, j'avais fait un DEP en fait, pour devenir électricien. J'avais complètement détesté mon expérience. J'avais travaillé dans une usine avec mon père. Puis je faisais des chiffres de 12 heures. Puis je me voyais pas faire ça jusqu'à l'âge de 65 ans. Fait que je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres options qui existent que juste travailler dans une usine jusqu'à l'âge de 65 ans. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré un conseiller. Le conseiller que j'ai rencontré faisait plus d'argent par mois que je faisais dans mon année au complet comme électricien. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu au domaine des finances, à la liberté financière. J'ai commencé à 18 ans à temps partiel dans le domaine. Après ça, j'étais capable de remplacer mon revenu que je faisais comme électricien. J'ai pris la décision de me lancer full-time. 3 ans plus tard, j'ai parti mon propre cabinet de services financiers avec mon associé. On a commencé à faire aussi une école de formation pour former des nouveaux conseillers dans le domaine parce qu'on était passionnés de la différence que ça pouvait faire dans tous les gens. Ça fait un petit résumé rapide de mon parcours en tant que conseiller. OK. Assez impressionnant. Les deux, on a fait un cours comme électricien. J'ai commencé dans le domaine moi aussi quand j'avais 18 ans. Puis c'était pas mal exactement un peu dans le même genre que toi. Là, au final, j'ai commencé à travailler comme électricien, puis j'ai détesté. Vraiment, tu sais, de mon côté, j'avais un patron que c'était, tu sais, vraiment quelqu'un qui avait aucune façon de parler, puis qui était vraiment, tu sais, sans aucune considération. Puis je te dirais que de mon côté, j'ai compris vite que j'étais vraiment pas fait pour être un employé. Puis j'ai fini dans le domaine de la finance comme toi à 18 ans. C'est cool de savoir que je suis pas le seul qui a eu ce parcours-là. En fait, c'est quand tu travailles dans une usine, avant ça, je pense pas que c'est une mauvaise job, là, juste qu'on soit clair. Là. Mais quand tu travailles dans une usine, je me sentais vraiment comme un numéro. Dans le sens que j'avais pas l'impression que les gens care pour qui tu payes. C'est plus comme tu rentres travailler, puis si tu fais quelque chose de bien, il y a personne qui te le dit. Si tu fais quelque chose de mal comme électricien, tu te rentres dedans non-stop. C'était un environnement très négatif que je vivais, puis je me voyais juste pas faire ça à long terme. Puis je checkais les personnes qui avaient 10, 20, 30, 40 ans d'expérience de plus que moi dans ce métier-là. Leur vie avait tellement l'air misérable que je me disais, il n'y a aucune chance que je me réveille à 65 ans encore dans le même métier puis dans la même usine de plastique. Il n'y avait aucune chance. Je vais faire autre chose. Surtout que c'était pas quelque chose que t'aimes. Fait que tu sais, il y a des gens peut-être que de leur côté d'être plus technique dans une usine, ça peut. Il y a des gens, j'imagine, qui sont heureux dans leur emploi, peut-être d'avoir quand ils finissent leur journée, ben plus penser tant que ça au travail comme nous on pourrait y penser continuellement. Fait que tu sais, j'imagine que peut-être que t'étais juste pas fait pour être dans ce genre d'emploi-là à la fin de la journée. Ouais, 100%. Comme tu dis, en fait, être son propre boss, c'est pas pareil. Tu penses un petit peu à ta job à la fin de ta journée parce que quand je suis électricien, une fois que tu as fini, tu décroches puis tu penses à rien d'autre. Jusqu'à temps que le lendemain matin, ton cadran il sonne, ça ne tente pas de te lever pour aller travailler. Mais c'est un autre type de challenge un petit peu différent. Puis comment a été ta première année comme conseiller en sécurité financière quand tu avais 18 ans? Plus difficile, à cause que quand tu commences à 18 ans dans le domaine, tu as moins de crédibilité. Fait que vu que tu as moins de crédibilité, ben, c'est aller chercher de la clientèle, c'est un petit peu différent, c'est plus un petit peu plus tough, faut que tu connaisses un petit peu plus tes produits, faut que tu connaisses mieux tes scripts, faut que tu sois plus solide, plus convaincu dans ce que tu dis. Fait que ça fait quand même un petit peu plus difficile, je te dirais, que mettons quelqu'un qui commence à 30-35 ans dans le domaine. Mais en même temps, quand tu es vraiment jeune, l'avantage, c'est que tu as plus d'années pour en profiter, de les faire cumuler de tous les clients que tu bâtis, de la clientèle que tu bâtis. Fait que c'est plus tough, je te dirais, pour quelqu'un qui commence à 18 que quelqu'un qui commence, mettons, à 30-35 ans. Plus tough. Ouais, je me rappelle moi aussi. Au moins à ce moment-là, tu sais, j'avais de l'air déjà être un petit peu plus vieux que mon âge, mais c'était quand même assez particulier, je te dirais, d'être dans. Surtout que ce que je me rends compte, c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui finissent dans le domaine de la finance, qui n'avaient pas vraiment pensé terminer dans le domaine de la finance. En fait, Euh, je connais personne, pratiquement personne qui est conseiller, qui pensait faire ça dans la vie. Souvent, c'est comme une seconde option. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est des gens qui avaient une carrière, qui finalement sont comme bon, ça me tente de faire ça, qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais c'est rare, les personnes à 18 ans qui commencent. Il n'y en a pas beaucoup dans le domaine, je pense. Ouais, on est souvent une deuxième profession. Puis, ben, c'est assez cool, tu sais, je te dirais qu'on est dans un domaine vraiment qui peut, que les possibilités sont infinies. Donc, quelqu'un qui veut travailler, qui est motivé, ben, définitivement peut arriver à changer sa vie vraiment d'une façon qui est vraiment considérable.
Donc ça, c'est un des points que j'aime vraiment beaucoup dans notre profession, c'est qu'il n'y a pas de limite de où qu'on peut se rendre. Non, en fait, c'est que non seulement il n'y a pas de limite, mais en même temps, ça peut se faire vite aussi. Dans le sens que quand j'étais électricien, t'avais comme un échelon salarial. Première année, deuxième année, troisième année, compagnon à un certain point. Mais il fallait que tu y ailles, c'est tranquillement, pas vite. Tandis qu'en finance, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu peux passer de 50 à 200, 200, 300, 300, 400 de revenus annuels. Fait que ça te permet vraiment d'être capable d'augmenter rapidement ton revenu, qui te permet d'être capable d'épargner pas mal d'argent vraiment tôt dans ta vie. Puis ça te permet d'être capable d'avoir une liberté financière pas mal plus jeune que d'attendre jusqu'à 60, 65, 70 ans. Ouais, à 100%. Puis, de ton côté, ça a été quoi tes plus grands défis que tu as surmontés dans ta carrière? Ça dépend quel stage de ma carrière. Si, mettons, je te dirais, mettons, dans ma première année, je te dirais, c'était vraiment l'âge. C'est beaucoup de barrières psychologiques, je te dirais. C'est quand t'as 18, tu vas t'asseoir avec quelqu'un qui a 45 pour parler de finances. Les premiers mois, c'est plus difficile parce que t'as des barrières, des croyances limitantes. Là, tu te dis, ben, pourquoi la personne de 45 ans voudrait que tu un jeune de 18 pour parler de finances? Fait que c'était plus des barrières psychologiques. Mais à force de beaucoup lire de livres, faire du développement personnel, grandir en tant qu'individu, te challenger sur tes propres croyances, faire de l'introspection. À un certain point, tu finis par te débloquer, tu finis par juste passer à l'action, tu te rends compte que peu importe ton âge, ça n'a aucun impact, pratiquement aucun impact sur la perception du client quand tu sais de quoi tu parles, tu le dis avec conviction. Fait que je te dirais que ça a été un des défis que j'ai vécu, mettons, dans mon début de carrière. Après ça, quand j'ai commencé à former des conseillers, un autre défi que j'ai eu, c'était des aider eux à réussir dans le domaine, des aider eux à comme, passer à travers leurs croyances limitantes, puis leurs défis qu'ils faisaient face. Fait que c'est juste des défis différents à travers la carrière que j'ai vécu à des différents stages. Puis aujourd'hui, je te dirais que un des défis, c'est juste de grossir en tant qu'organisation à un autre niveau. Continuer à grossir au niveau du nombre de conseillers qu'on forme dans le domaine, puis être capable d'atteindre des objectifs un petit peu plus élevés. Mais en début de carrière, je te dirais, c'était vraiment de passer à travers mes propres croyances limitantes. Ouais, effectivement, surtout de ton côté avant ça, est-ce que tu avais déjà eu, on va dire, des expériences comme entrepreneur avant de commencer dans l'assurance ou c'était pas mal dans tes... Absolument pas. Non, j'avais suivi un cours de formation de e-commerce, comme Ok. dropshipping en ligne, mais c'était pas. J'avais pas vraiment passé à l'action dans ce cours-là. J'avais plus juste suivi une formation en ligne que j'avais achetée quand j'étais plus jeune, à l'âge de 17 ans. Mais j'avais aucune expérience entrepreneuriale avant de commencer comme conseiller à la base. Ok, donc tu as vraiment parti de zéro dans la vente comme entrepreneur, comme... fait que c'était, ouais, j'imagine, le challenge. Mais c'est le fun de voir quand la première fois que je t'ai rencontré, ben, il y avait une de mes conseillères qui m'avait dit tu devrais rentrer en contact avec Xavier. Il me fait vraiment penser à toi. Les deux, vous êtes super motivés, énergiques. Vous avez commencé dans le domaine à la même âge. Et ça serait vraiment bien que tu lui parles. Moi, je fais alright, donne-moi son numéro. Puis là, je Je vais t'appelle. l'aider. Puis après ça, ben, ça a fini qu'on a développé une belle collaboration ensemble. Puis j'en suis fier aujourd'hui. Mais ça démontre juste que si on veut être capable de faire bouger les choses, ben, sans que ce soit des belles références, il ne faut pas être gêné de faire le move puis passer à la prochaine étape. Pour moi, c'était naturel. On s'est parlé, puis déjà après quelques secondes, ben, c'était un peu comme si on se connaissait déjà. Fait que, tu sais, ça, c'était cool comme histoire pour notre première rencontre. 100%. En fait, je suis vraiment content qu'elle nous ait mis en contact parce que probablement qu'on ne s'aurait pas parlé avant une couple d'années si ça n'avait pas été de cette conseillère-là qui nous met en contact avec toi. Puis un autre défi que j'ai fait face, que je parle pas beaucoup, mais c'est vraiment le modèle d'affaires dans lequel tu commences. J'ai commencé à une place, je te dirais que j'étais pas propriétaire de ma clientèle, les commissions étaient vraiment basses, fait que c'était plus top de réussir rapidement. Mais je te dirais qu'un des défis que certains conseillers font face, c'est qu'ils ne travaillent pas à la bonne place dès le départ, puis ça leur donne d'autres défis qui vont faire face à long terme, en fait, de ne pas commencer à la bonne place. Je te dirais que le modèle d'affaires dans lequel tu commences va vraiment avoir un gros impact sur où tu vas te retrouver dans 5, 10, 15, 20 ans. Puis il y a très peu de gens qui le prennent en considération quand ils commencent leur carrière comme conseiller. Mais c'est une des choses qui va avoir le plus d'impact à long terme. Fait que, vraiment important. C'est un bon conseil parce que de l'autre côté, moi aussi, j'ai commencé dans une organisation, puis qu'on appelle comme on appelle ça un modèle captif ou carrière. Puis finalement, je me suis rendu compte au fil du temps, c'était pas nécessairement fait pour moi. Et puis, après avoir travaillé fort pendant un petit peu moins de 2 ans, ben, finalement, je me retrouve que j'avais aucune appartenance sur les clients que j'avais bâtis. Donc, oui, de bien choisir le réseau qu'on décide de travailler a toute son importance. Puis, C'est tough en
passant, tu parles de ça, mais c'est difficile parce que dans le réseau captif, une des choses que le monde ne se rend pas compte, c'est qu'ils se font dire souvent qu'ils ont un certain ownership. C'est une belle musique, ça. Ouais, hein, je pense que je vais devoir. Ça va être coupé après, mais je pense que je vais juste couper le son pour pas qu'on ait un autre moment comme ça qui arrive. Vraiment, pas de Bon, stress. donc, Non, mais on va voir si sur le live, on va garder cette portion-là, mais elle va sûrement être coupée. il y a des chances. Mais non, mais comme je disais, le ownership, en fait, il y a beaucoup de personnes dans un réseau captif ou dans un réseau de carrière qui vont se faire dire qu'ils sont propriétaires de leur clientèle dans un certain sens. Mais souvent, les gens ne prennent pas le temps de lire leur contrat qu'ils ont signé quand ils ont commencé à travailler dans un réseau de captif ou dans un réseau de carrière. Mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose qui leur appartienne. Puis le ownership est très faible parce qu'ils ne commencent pas à bonne place. Puis les niveaux de commission qui sont donnés sont souvent très faibles par rapport à qu'est-ce qui sont possibles d'aller chercher dans le domaine. Fait que je te dirais que vraiment la place que tu commences a une grosse influence sur où tu vas te retrouver à moyen et long terme. Puis, de ton côté, je pense que c'est là que ça peut, votre modèle d'affaires actuel, qui est vraiment comme une école de formation, en fait, pour vraiment que les conseillers en sécurité financière puissent commencer dans l'industrie plus rapidement, puis peut-être plus d'une façon qui est un petit peu plus stratégique. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ta business? Qu'est-ce que tu as créé, puis c'était pourquoi? Ouais, 100%. En fait, c'est nous autres, on avait vraiment moi, mon associé Guillaume, en fait, c'est quand on a commencé dans le domaine, on a commencé dans un réseau captif. On était malheureusement pas propriétaire de la clientèle, pas propriétaire non plus des conseillers, en fait, qu'on formait dans le domaine des finances, et qu'on était juste pris dans un modèle d'affaires qu'on se faisait prendre des grosses commissions. En fait, les personnes en haut de nous dans le modèle d'affaires prenaient des énormes commissions, et beaucoup d'argent sur tout ce que nous on générait, en fait, sur le terrain à vendre des produits et services financiers. Fait qu'on s'est juste dit, en fait, qu'on voulait être dans un modèle d'affaires qui nous permet réellement de faire une différence puis de former des conseillers à réussir à haut niveau dès le départ. Puis on s'est juste demandé, moi et Guillaume, si demain matin, on est pour recommencer de zéro, qu'on n'a aucune connaissance, qu'on n'a pas de compétences, qu'on n'a pas encore notre licence comme conseiller, qu'on n'a pas fait notre période probatoire, qu'il n'y a personne qui a pris le temps de nous former sur quoi que ce soit, on ne sait pas comment bâtir une clientèle, on ne sait pas comment ça fonctionne au niveau d'être propriétaire ou non propriétaire de ta clientèle. On s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dès le départ? Puis on a juste créé un modèle d'affaires qu'on aide les personnes à passer leur licence au privé vraiment rapidement avec un prof qui les aide à passer leur licence en 2-4 semaines. On les aide avec leur période probatoire qu'on a automatisée pour être capable d'avoir la meilleure formation dès le départ. On leur donne accès à leur propriétaire de leur clientèle dès le départ. Fait qu'au lieu qu'ils attendent comme 2 ans, 3 ans, 4 ans, un petit peu comme qu'est-ce que toi t'expliquais avec ton parcours, que tu es resté 2 ans dans un modèle captif, que tu bâtissais une clientèle pour quelqu'un d'autre et non toi. Mais nous autres, on te permet de commencer dès le départ à une place que ta clientèle est propriétaire à 100%. Fait que ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de développer beaucoup d'équité à long terme, de de vendre ta clientèle plus tard si jamais tu le souhaites. Puis on forme les gens. En fait, les formateurs, c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis c'est des personnes qui sont capables de vraiment te former de A à Z, de développer toutes les connaissances et les compétences pour être capable de réussir rapidement. Puis la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que dans le modèle d'affaires où moi j'ai commencé dès le départ, le gars qui me formait à faire des rendez-vous, il faisait même pas 20 000 par année. Là. Je sais pas si tu réalises, là. Fait que moi, je voulais faire des multiples de ces chiffres, puis mon formateur faisait 20 000 à temps partiel par année en finance. Fait que comment tu veux qu'il me montre quoi que ce soit sur le domaine? Là? Je sais pas de ton expérience là-dessus, hein, ton formateur, s'il gagnait bien sa vie quand il te formait, là, ça ressemblait à quoi de ton côté? Ben, ça serait difficile d'en parler négativement. Mon formateur, c'est Éric Desgroseilliers, mon associé. Ok, Euh, nice. Fait qu'il est un ami de longue date, puis c'était lui qui m'avait recruté dans le domaine. Mais Eric avait eu des bons succès dans l'industrie. Ouais, mais après ça, au fil du temps, mais même lui le disait des fois à la blague, mais il dit souvent que même l'élève a fini par dépasser le maître. C'est ça qui est arrivé, mais oui, tu as totalement raison. C'est que dans beaucoup de réseaux, il y a des gens qui sont promus comme directeurs extrêmement rapidement. Dans votre cas, à vous, dans l'entreprise que tu étais, c'est un petit peu différent parce que pas tout le monde peut être directeur, mais dans le genre de modèle d'affaires que moi j'en faisais partie, ben, les gens étaient vraiment nommés par la direction. Puis c'était souvent des gens qui avaient peu d'expérience. Puis souvent des gens qui étaient bons pour suivre un système, mais peut-être pas nécessairement des gens qui avaient eu un succès massif. Donc, dans la plupart du temps, c'est pas mal comme ça que ça se passe. En fait, dans beaucoup de réseaux de carrière, il y a bien des conseillers qui sont promus directeurs puis qui ont fait comme 50, 60 000 leur plus grosse année comme conseiller. Et qu'est-ce que j'ai vu, là? Fait que ça se ramasse que
il y a bien des personnes qui se font former par du monde qui n'ont pas réellement réussi. Fait que t'imagines-tu le scénario catastrophique? La personne commence dans le domaine, ça lui prend vraiment longtemps de passer sa licence, il faut qu'il se lance temps plein obligatoire, parce que souvent, le réseau carrière ne permet pas de commencer temps partiel. Il se fait former par un gars qui fait comme 20, 30, 40, 50, 60 000 par année, qui lui aussi réussit pas tant que ça comme conseiller. Puis en plus de ça, il bâtit une clientèle qui appartient pas, puis qui appartient soit à la compagnie d'assurance ou au cabinet pour qui il travaille. Dans ma tête, c'était comme la recette parfaite pour être capable d'échouer dans le domaine. Fait que nous autres, on s'est juste dit comment on fait pour faire l'inverse. On veut que les gens commencent à temps partiel, ils gardent leur carrière temps plein. On leur permet par la suite de se lancer full-time une fois qu'ils remplacent leur revenu. Puis à ce moment-là, ben, on est capable de les aider à avoir leur clientèle dès le départ qui leur appartient. Fait qu'on a juste créé un modèle d'affaires qui leur permet d'avoir tout le meilleur dès le départ et non d'attendre 4, 5, 6, 7 ans avant d'avoir tous les avantages qu'on a mentionnés. OK. Je suis très content aussi qu'on puisse, tu sais, qu'on travaille ce modèle-là en partenariat, en équipe, parce que je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez d'initiatives dans le courtage pour justement permettre aux gens de pouvoir justement devenir courtier en partant, au lieu d'être dans une entreprise, qu'on est plus dans un réseau de carrière. De mon côté, je dois en parler avec des milliers de conseillers depuis la dernière année. Et puis, je te dirais qu'il y a vraiment peu de gens qui ont commencé dans le courtage. Peut-être 5 à 7% des gens environ ont commencé dans le courtage, tout le reste dans le réseau de carrière. Donc, je trouve vraiment que la mission que vous avez mis en place, ben, va aider au moins à avoir plus de gens qui vont pouvoir être courtiers direct en partant. Parce que sinon, il y a une personne que je parlais la semaine dernière, puis de son côté, elle voulait se trouver un agent général. Donc là, finalement, elle avait fait son PQAP, elle a passé ses tests, et puis, qu'est-ce que la personne s'est fait dire dans 3 agents généraux? C'est juste, va-t'en dans un réseau de carrière pendant 2-3 ans, après ça, viens-t'en avec nous. Tellement Surtout qu'il n'y a pas de gens qui veulent donner des stages ou former. en fait, il n'y a personne qui veut faire la période probatoire. De 12 semaines de l'AMF qui exige. Fait qu'il n'y a personne qui veut s'occuper de ça parce que c'est vraiment chiant à s'occuper. Puis la plupart des MGA en général, ils veulent pas former des greens de zéro. Des greens, c'est un conseiller qui a zéro expérience. Fait que comme tu dis, ils font exprès de les avoir dans un réseau de carrière pendant 2-3 ans. Puis après ça, ils vont juste les rappeler pour leur dire bon, ben là, t'as quand même expérience, viens avec nous autres. Fait qu'ils ont juste pas mal d'affaires pour former des nouveaux dans le courtage. Fait que t'as raison. En fait, je suis même surpris que tu me dises qu'il y a à peu près 5 à 7% des personnes qui commencent dans le courtage. Je pensais que c'était moins que ça. Je pensais qu'il y avait peut-être 1 ou 2%. Ben, je te dirais que j'en ai de temps en temps qui ont effectivement commencé au courtage. Je demande toujours la question comment ils ont fini à être dans le courtage. Puis finalement, les gens, c'est souvent qu'il y avait un ami ou un membre de la famille qui était justement dans l'industrie. L'autre fois, je parle avec un conseiller. Puis finalement, le gars, je vois qu'il est dans un agent général. Mais normalement, il n'y a pas beaucoup de conseillers qui ont qu'un permis en assurance de personnes. Donc, Okay. conseiller en sécurité financière. Fait que là, finalement, je parle avec le conseiller, on parle 10-15 minutes, une super belle conversation avec lui. Finalement, je dis, je peux-tu savoir, dans le fond, pourquoi tu es dans cet agent général-là en particulier? Ben, finalement, il me dit, ben, mon oncle, c'est lui le président du MGA. Puis je dis, OK, mais je vois dans ton profil sur LinkedIn que tu as commencé chez Sun Life. Il dit, ah ouais, mais il m'a dit d'aller commencer chez Sun Life, puis après ça, venir le rejoindre. Là, j'étais là. Même si c'est quelqu'un de la famille qui était président, il a quand même dit d'aller chez Sun Life pendant ses premières années, puis après ça, il était dans l'agent général. Ouais. Mais je trouve que d'une certaine façon, je trouve même que c'est pas correct envers les réseaux de carrière. Je t'envoie une personne, puis finalement, je vais te l'enlever dans quelques années. Tu sais, c'est comme un peu déjà se dire que je vais me marier, mais on va déjà se quitter dans 2 ans. Tu sais, tu sais déjà c'est quand ta date de fin. Mais il me semble que ça l'enlève un peu. C'est sûr que la personne ne doit pas le dire au réseau de carrière. Ah ben Non, finalement, après 2 ans, je m'en vais. Mais je trouve que moi, j'aurais de la misère à être dans ce genre de relation-là d'une certaine façon, pas donner l'heure juste dès le départ. Donc, je trouve ça cool qu'au moins, il y a des modèles qui le permettent d'aller dans la carrière, mais justement, sans être obligé de mentir au réseau carrière. Donc, je trouve ça cool que ce que vous faites, c'est un peu pour ça. Une des nombreuses raisons de plus pourquoi que je voulais vous inviter, je trouve ça nice. J'apprécie, man, puis on apprécie l'association aussi avec toi. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter aussi aux frères de formation?
Puis, c'est quoi le next step maintenant pour votre entreprise? Fait que ça, je vois que vous commencez vraiment à augmenter la cadence de personnes qui sont en stage, en fait. C'est quoi le prochain step pour vous? Le prochain step, en fait, nous autres, on veut franchir au-dessus de 100 nouveaux conseillers qui commencent dans le domaine d'ici la fin de l'année. Fait qu'en ce moment, on est rendu juillet 2015. Fait que d'ici la fin de l'année, on va franchir au moins 100 personnes qui ont commencé dans le programme de formation en l'espace de 1 an. Fait en moyenne, d'en faire 8-9 par mois. Là. De nouveaux conseillers qui commencent la formation, qu'on s'occupe de la période préparatoire, qu'on les intègre dans le domaine, qu'on les forme à réussir. Fait qu'on veut grandir l'équipe aussi, on va doubler le nombre de staff, je dirais, dans les prochains mois. Fait que juste être capable de grossir l'organisation, grossir le nombre de conseillers qui commencent, puis aider le maximum de familles sur le terrain à optimiser leurs finances personnelles, parce qu'il y a plein des conseillers que quand ils commencent dans le domaine, ben, juste le fait de développer des nouvelles stratégies financières, des nouvelles connaissances, ils veulent plus que juste aider eux-mêmes avec leurs finances, ils veulent aider leur entourage, ils veulent aider d'autres clients, des entreprises. Fait on veut juste être capable de faire une différence au Québec, puis devenir une des plus grosses organisations qui forment des nouveaux conseillers. On veut devenir la numéro une formation que les personnes commencent dans le courtage, puis que ils deviennent le meilleur possible au niveau des connaissances et des compétences pour qu'ils réussir dans le domaine à haut niveau. Là. Et non juste faire 50 000 par année comme conseiller. Parce que 50 000 par année, malheureusement, il y a plein de conseillers qui font ça au Québec. Mais c'est un domaine qui a tellement plus à apporter que juste faire 50, 75 000 par année. Là. C'est un domaine qui peut payer la multitude de ses chiffres et qu'on va aider le maximum de personnes à franchir le minimum de ses chiffres par année de revenus. Là. Je dirais que c'est pas mal le next step pour nous autres. Là. OK, mais c'est un objectif qui est ambitieux. Puis, je suis content que votre objectif, ben, c'est d'amener plus de gens dans la carrière. On le dit tellement souvent qu'il y en manque des conseillers en sécurité financière. Donc, au moins, on va avoir une nouvelle organisation qui va permettre aux gens de devenir courtiers en partant. Puis, Ouais. ça, je trouve que c'est une belle valeur ajoutée. Merci, man, j'apprécie. Puis, encore une fois, on est bien content d'être en affaire avec toi. Puis, le support, toutes les formations que tu donnes, probablement les meilleures formations que j'ai vues dans le domaine du courtage, depuis que je suis rendu dans le courtage. Les formations que tu donnes, c'est de la haute qualité que très peu de personnes sont capables de donner. Fait on apprécie aussi les formations que tu donnes à toutes les semaines. Excellent. Ben, je suis content que votre organisation l'apprécie. Euh, Maintenant, si tu aurais des conseils à donner à des conseillers en sécurité financière, ça serait quoi tes plus grands conseils que tu donnerais? Fait on parle de qui? On parle de quelqu'un qui est nouveau dans le domaine ou quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus d'expérience? Bon, on peut faire, je te dirais que tu peux me donner le nombre de conseils que tu veux, que ce soit pour nouveaux conseils d'expérience, on va tous les prendre à cause que On dit les ventes. le but premier de ce podcast-là, justement, c'est qu'on soit capable d'être plus dans un monde qu'on s'entraide. Je trouve que tout le Ouais. monde garde tous leurs trucs pour eux, ils n'ont pas envie d'aider les autres. Donc, tu sais, le mouvement de notre entreprise, ben, c'est justement qu'on s'entraide puis qu'on aide même les conseillers de d'autres réseaux, mais être capable de monter plus haut. 100%. En fait, je fais beaucoup de la vente éducative. Quand je vends, en fait, c'est rare que je close pas. J'ai sûrement un ratio de comme 90% des personnes avec qui je m'assure que je finis par closer pour devenir client. Puis la raison pourquoi, c'est que je suis capable de développer un lien de confiance très rapide avec le client. À cause qu'au lieu que j'essaie d'avoir une approche de juste l'appeler, de closer une assurance rapide ou de l'appeler puis de closer un investissement rapide, j'ai une approche qui est plus éducative, que je vais aider le client à comprendre les finances. Littéralement, j'ai comme un PowerPoint, j'ai une présentation, je m'assois avec lui, puis je présente des concepts financiers, je pose des questions ouvertes pour savoir comme qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il comprend pas. Je vais poser énormément de questions pour apprendre à connaître c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qui est important pour lui et sa famille. Fait que vu que je suis capable de développer un lien de confiance vraiment rapide avec le client, tu l'éduques au niveau de plusieurs concepts financiers de base, le client, c'est facile pour lui de développer un bon lien de confiance. Puis c'est beaucoup plus facile pour lui aussi de vouloir te référer à d'autres personnes proches de lui parce qu'il n'a pas l'impression que tu vas juste essayer de vendre une assurance ou de vendre un investissement à son ami ou à un membre de sa famille. Il a plus l'impression que tu es là pour être capable d'éduquer pour faire une différence dans la population. Fait que je te dirais que peu importe le niveau d'expérience du conseiller, s'il est capable d'avoir une approche plus éducative avec le client, puis vraiment de l'éduquer, puis de développer un lien de confiance avec lui, ça va vraiment aider les gens à avoir un meilleur ratio de close sur le rendez-vous avec le client. De capable d'aider le client à passer à l'action plus rapidement, là, plus simple. Je dirais que c'est un des bons conseils que je peux donner, c'est vraiment avoir une approche éducative. L'autre, c'est vraiment de mettre beaucoup d'emphase au niveau des références. Parce que travailler dans un marché chaud, je pense que tu l'as vécu, là, travailler dans un marché de référence, c'est tellement facile à closer le client quand il a été référé. C'est juste trop simple. Si tu es capable d'aider son frère, puis il te réfère à son. En fait, il te réfère à son frère, dans le fond. Quand tu t'assures avec lui, c'est tellement facile de mettre un produit financier en place parce que
le lien de confiance est déjà préétabli. Puis le dernier conseil que je donnerais, c'est au niveau de développer des partenariats croisés avec d'autres personnes, d'autres professionnels qui ont des clientèles similaires à ce que toi, tu vas aller chercher comme conseiller, puis qu'eux veulent te référer de leur clientèle pour être capable de mettre des produits financiers en place. Fait exemple, que tu as affaire avec un comptable, le comptable a une grosse clientèle d'entrepreneurs, puis il décide à chaque fois, soit entrepreneurs, soit des particuliers, puis on va dire que les particuliers, ben, ils ont besoin de prendre des REER pour payer moins d'impôts, mais le comptable, littéralement, il t'envoie ces clientèles-là pour être capable de faire les REER, faire les investissements, faire les assurances avec les clients. C'est qu'ils développaient des partenariats avec des professionnels qui ont des clientèles similaires à ce que toi, tu vas aller chercher. Je dirais que c'est une des façons les plus rapides de voir une clientèle dans le domaine des finances, la plus intéressante surtout. Là. Une des plus intéressantes, probablement, en 2024. Là. Je dirais que c'est pas mal les 3 conseils que je donnerais. Là. Excellent, mais merci beaucoup. C'est des bons conseils qui sont aussi différents de. Des fois, on voit qu'il y a des conseils qui reviennent des fois, qui sont quand même des bons conseils généralisés. Mais dans ton cas, on voit que c'est des conseils qui sont différents, donc ça va donner un bon contenu pour nos auditeurs. Puis, ce serait quoi tes recommandations, des pièges à éviter ou par ton expérience que tu as eue, peut-être des choses à faire attention ou. En fait, je vais te donner qu'est-ce que je vois beaucoup, mettons, de beaucoup de conseillers qui commencent dans le domaine, ou même des conseillers qui ont plus d'expérience, c'est que les gens sont très peu disciplinés, ou pas du tout disciplinés, là, ça dépend comment tu vois ça, mais il y a beaucoup de personnes en fait, qui commencent la semaine, puis leur semaine est vide. Dans le sens qu'ils commencent, mettons, si on y arrive lundi, qui n'ont aucun rendez-vous de cédule dans leur semaine. Je pense que tu réalises pas, Louis-Xavier, à quel point il y a des conseils dans le domaine. C'est fucked up. Là. Ils commencent littéralement le lundi matin, ils n'ont rien de cédulé. Moi, j'avais une règle non écrite, là, que si je partais pas du bureau le vendredi, mettons le vendredi, peu importe les décalages, je partais pas du bureau si j'avais pas un minimum de 10-15 rendez-vous de cédulé pour la semaine prochaine. C'est vraiment, c'était comme un. C'était impossible, je pouvais pas partir du bureau. Fait que je faisais des appels autant que mon agenda soit pas au moins 10-15 rendez-vous de cédulé. Peu importe c'est quoi le chiffre, là, mais c'est juste de dire pas commencer ta semaine la semaine vide. C'est un des pires pièges à éviter. Puis je te dirais que un autre piège, c'est que les gens, ils perdent de vue c'est quoi leur objectif. Je pense que les gens n'arrivent pas assez grand comme conseiller. En fait, je pense que les gens, ils se limitent beaucoup eux-mêmes par rapport aux revenus qu'ils peuvent gagner dans le domaine. Ils sont vraiment limités. Puis une des raisons pour ils sont limités, c'est qu'ils commencent à faire 100, 150 000 par année. Ils ont un style de vie correct. Ils sont capables d'épargner de façon correcte. Ils font partie de la moyenne. Puis souvent, ben, ils restent là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a certains conseillers qui restent là toute leur carrière parce que c'est qu'est-ce qu'ils souhaitent. Mais je pense qu'il y a énormément de conseillers dans le domaine qui ont arrêté de rêver plus grand. Parce que je pense pas, soit qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, soit qu'ils n'ont pas les outils nécessaires ou sont pas associés à des personnes qui rêvent plus grand. Fait qu'ils se tiennent avec d'autres conseillers qui font 70, 75, 80 000 par année. Ils ont l'impression qu'ils sont bons, fait qu'ils restent là pendant vraiment longtemps. Pour certains, c'est pas une erreur, mais pour moi, c'était une erreur que j'ai faite dans le passé de tenir avec. Une fois, j'ai franchi 200, 250 000 par année, alors j'ai 19 ans. Ben, je me tenais avec d'autres personnes qui faisaient 50, 60, 70, 80. Puis je suis resté là pendant comme 2 ans de temps à faire le même revenu approximatif à 40 000 $ près. Parce que je me tenais pas avec des gens qui réussissaient à beaucoup plus haut niveau que ce que moi je réussissais à l'âge de 19-20 ans. Fait que je te dirais qu'un autre conseil, c'est de te tenir avec les bonnes personnes qui réussissent à haut niveau. Effectivement, puis qu'est-ce que je me rends compte aujourd'hui, tu sais, depuis qu'il y a eu le COVID, que tout se fait beaucoup maintenant en télétravail, mais les gens, les conseillers en sécurité financière se sentent de plus en plus seuls, sont vraiment laissés de plus en plus à eux-mêmes. Donc, naturellement, si tu es toujours seul avec toi-même, mais tu dis, OK, c'est bon, je fais 100, 150 000 par année, mais à partir du moment que tu es plus dans un regroupement, que tu vois d'autres gens performer à haut niveau, puis là, ça t'ouvre un peu des perspectives de se dire, ben, c'est possible d'aller plus loin. C'est un peu ça le but, en tout cas, notre mission, c'est de démontrer aux gens, premièrement, que les gens se sentent peut-être un petit peu moins seuls. Puis aussi, se dire que c'est possible de réussir. Puis pour ce faire, ben, c'est un peu comme tu disais tantôt, ben, c'est vraiment par notre entourage. Si on se tient avec des gens qui réussissent, ben, ça va nous démontrer que c'est possible. Puis des fois, c'est une question aussi de changer de marché. On peut, par exemple, faire du marché, on s'occupe, par exemple, juste des particuliers. Puis là, on arrive à rouler, on roule, on fait 200, 250 000 par année. Puis là, on se dit, c'est quoi que je dois faire pour passer au prochain niveau? Mais souvent, si on continue à être dans le même marché, on va échanger du temps contre de l'argent. Donc, on va devoir toujours mettre plus de temps.
pour être capable d'aller chercher plus d'argent, mais à un certain point du temps, on n'en a plus. Donc, de mon côté, ben, j'ai accompagné beaucoup de gens à faire la transition, à être capable de passer, par exemple, du marché particulier progressivement vers le marché corporatif. C'est là qu'on peut être capable d'aller vraiment augmenter notre revenu d'une façon qui est exponentielle. Puis à partir de ce moment-là, ben, on échange beaucoup moins notre temps contre de l'argent. C'est vraiment un totalement différent comme stratégie. En fait, il y a bien des conseillers qui devraient apprendre à faire ça, mais c'est pas tout le monde qui est capable de les accompagner comme toi, tu fais, de passer d'un marché particulier à entrepreneur. Mais c'est vraiment. Il n'y en a pas beaucoup de formateurs qui sont capables de faire qu'est-ce que toi es capable de faire pour enseigner des conseillers qui sont déjà bons dans le particulier, mais qui n'ont jamais appris à faire du côté corporatif à haut niveau. Un bel accompagnement. Mais je pense qu'il faut être capable, dans un premier temps, lorsqu'on parle avec un client, il faut être un bon vulgarisateur. Eh, mon Dieu. Pour être capable, justement, d'être capable de bien expliquer des concepts, des idées. Puis la première étape pour être capable de faire ce genre de présentation-là à des entrepreneurs, c'est être capable de comprendre leur structure corporative. Donc, un coup qu'on comprend bien les structures corporatives, après, on peut commencer à vraiment mettre en place des stratégies avancées avec des produits d'assurance ou d'investissement. Il faut vraiment commencer par la base, qu'on maîtrise la base. Après ça, on peut passer aux prochaines étapes. C'est un bon conseil. Mais je pense qu'il faut peut-être plus de personnes à faire ça dans le domaine. Mais je pense qu'il y a plein de monde qui veulent apprendre à le faire. Fait, c'est nice que tu formes plusieurs conseillers à le faire. On essaye vraiment le modèle, mais on se dit, ben, on va faire une formation chaque jour de 8 à 9 qui est enregistrée. Donc, les gens qui n'ont pas la possibilité d'être présents le matin, ben, ils peuvent le réécouter au moment de leur choix. Puis, une petite anecdote que je trouve assez particulière, c'est que il y a quelques semaines, je voyais toujours dans mes rencontres le matin un outil qui s'appelle Firefly AI. Je pensais que dans le fond, ça venait avec Google. C'était juste le système qui prenait les notes. Mais qu'est-ce que j'ai compris? C'est que j'ai des gens dans mon équipe qui envoient leur robot écouter le vidéo pour qu'il leur fasse une petite explication de la formation avec l'AI. Donc, je sais pas si tu as déjà vu ces outils-là, mais je fais vraiment. Je vais porter attention aux prochaines formations. Ouais, mais des fois, on voit le Firefly AI qui se connecte. Mais en réalité, c'est l'outil qui permet aux gens qui veulent pas être présents d'avoir quand même tout le contenu qui est résumé d'une façon plus rapide à apprendre. C'est vraiment nice. Je vais porter attention pour chaque fois. Donc, on est rendu avec aujourd'hui tellement d'outils. Notre côté, notre entreprise, on avait une procédure d'intégration de nouveaux conseillers. Là, on vient de migrer vers un nouveau système. Puis ce système-là permet, dans le fond, de remplacer environ une centaine de tâches qu'on devait faire manuellement. Aujourd'hui, je pense que le conseiller de demain, s'il va être en mesure aussi de scaler, il va devoir commencer à utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour être capable d'avancer. Comme de notre côté, on fournit un CRM gratuitement à nos conseillers qui utilisent justement de l'AI pour être capable de faciliter notre travail. Donc, j'ai vraiment l'impression que le conseiller de demain, s'il va être capable d'avoir des résultats qui sont élevés, va utiliser des technologies de plus en plus pour. En fait, tu peux juste remarquer là, les conseillers qui ont. Mettons, qui ont des conseillers qui ça fait comme 30 ans qu'ils sont dans le domaine, puis la nouvelle génération qui sort aujourd'hui, c'est pas le même type de conseiller. J'imagine même pas le conseiller de demain avec l'intelligence artificielle, comme tu disais, à quel point ça va faire un énorme gap entre les gens qui l'utilisent et les gens qui l'utilisent pas. Là. Je pense que ça va vraiment être intense la différence là, les prochaines années. Ouais, c'est les outils qu'on a aujourd'hui, ça peut vraiment faciliter notre travail. Après ça, ben, aujourd'hui, un autre point que je pense qui est important dans le succès, c'est aussi d'avoir le bon mindset. Parce que je vois beaucoup de gens, des fois, qui abandonnent. Ils utilisent, on dit, fais telle stratégie. Par la suite, finalement, je leur reparle. Ah, finalement, je l'ai pas employé. J'ai pas fait exactement qu'est-ce que tu m'as dit. Finalement, j'ai dérogé, j'ai fait ci puis ça. Combien tu as fait d'appels dans ta semaine? Ah, mais j'en ai fait 10. Ben, sérieusement, tu sais, moi de mon côté, quand j'ai commencé dans le domaine, il y a plusieurs années, il y a déjà maintenant presque 16 ans, je faisais environ 200 appels par jour. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore compris que je pouvais me bâtir des systèmes, je pouvais développer des alliances stratégiques qui me permettent que je fais l'effort une fois, puis après ça, je reçois continuellement des leads. Mais encore là, ben moi, dans une semaine moyenne, ben, c'était toujours peut-être 700 à 1000 appels par semaine. Donc, même aujourd'hui, ben, dès que j'ai un rendez-vous qui est annulé, ça part du temps à mon agenda, j'ai aucun trou de libre. Donc,
c'est vraiment un rendez-vous après l'autre. Puis quand j'ai un rendez-vous qui est bougé, déplacé, annulé, ben c'est là que je fais tous mes suivis. Donc, même encore aujourd'hui, ben, premièrement, je me suis monté un système. Aujourd'hui, c'est plus dans, dans les conseils financiers, c'est que je recrute des conseillers en sécurité financière, donc le rôle a un petit peu changé. Mais ma semaine est toujours remplie de A à Z. Donc, il faut se créer un bon système. Quand on a un bon système, on va être dans l'action, on va parler avec beaucoup de gens. Si on parle avec beaucoup de gens, qu'on est bien formé, on va avoir des résultats. Ouais, en fait, comme tu dis, c'est fou. Là. Quand je parle avec des conseillers qui disent qu'ils chialent, qu'ils n'ont pas de résultats, tu checkes le nombre d'appels qu'ils font dans leur semaine, ça fait pitié. Là. Ils parlent avec 2 êtres humains dans toute la semaine, puis ils espèrent qu'ils ont partir de carrière, puis ils espèrent faire 500 000 par année l'année prochaine. Là. Ils parlent à 2 personnes dans toute la semaine. Ils ont fait 2 appels sortant de leur téléphone. Là. Moi, l'affaire que je faisais tous les jours, c'est que j'avais une feuille, puis la feuille qui avait comme 50 cases dessus. Et à chaque fois que je faisais un appel dans ma journée, je cochais la case. Mon but, c'était juste d'avoir minimum, à tous les jours, 50 appels sortants de mon téléphone. Peu importe, là, je faisais juste comme, j'appelais, la personne elle répond pas, je cochais. À toutes les fois que je sortais un appel, mon but, c'était de me rendre à 50. À tous les jours, minimum. C'est comme juste une feuille pour me challenger, pour me rappeler à quel point c'est important de faire un certain volume d'appels et non comme faire 2 appels puis te mentir à toi-même toute la semaine pour dire que tu as travaillé fort. Là. Je te dirais que cette feuille-là, ça m'a vraiment aidé à faire plus d'appels. C'est complètement stupide. J'ai juste fait imprimer 50 carreaux sur une feuille. Je cochais. C'était simple, c'était vraiment facile, mais ça m'a vraiment aidé à faire plus de volume en mon début de carrière. Je l'ai pas fait toute ma carrière parce qu'à un certain point, tu développes la bonne mentalité de faire du volume, mais en début de carrière, quand tu le pousses cette mentalité-là, ben, c'est hâte de voir à quel point tu fais beaucoup ou pas beaucoup d'appels. Il y a des jours, je me souviens, après comme 5 ans, j'avais l'impression que j'allais travailler fort, puis j'étais comme fuck, je suis loin de 50 aujourd'hui. Faut que je fasse comme 10 fois plus de calls. Mais ça m'a vraiment aidé à développer une bonne mentalité de volume à ce moment-là. Ouais, mais moi aussi, j'utilisais pas le même système que toi directement. Dans le fond, de mon côté, ben, je faisais des petites barres avec comme un peu 4 petites barres, après ça, je croisais. Fait que, tu sais, je faisais des coups de 5, 5, 5, puis j'avais ça aussi calculé, le nombre d'appels que je faisais dans une journée. Pour moi, ça me permettait de savoir est-ce que j'ai pris les actions nécessaires aujourd'hui. Puis, à un certain point, ben, naturellement, j'ai fini par développer des alliances qui faisaient en sorte que j'avais plus à faire autant d'appels à chaque jour. C'est ça le but, c'est de se bâtir un système que, beau temps, mauvais temps, on est garanti de toujours avoir des rendez-vous. Ma question pour toi, c'est combien le plus de fois que tu penses avoir appelé un prospect? Le même prospect? Ouais. Mais moi, je suis un abuseur, là. Donne-moi des chiffres, donne-moi des chiffres. Le même prospect? Ouais. En fait, c'est que moi, quand j'appelle quelqu'un, j'appelle jamais une fois. Mais maintenant, je t'appelle, j'appelle minimum 2 fois back-à-back. Ben, je me dis la première fois, tu vas penser que c'est pas important, la deuxième fois, ça va être plus important. Mais no joke, appeler le même prospect, minimum, je l'ai pas compté, mais sûrement comme 50 à 75 fois. Probablement. Pas dans la même semaine, là, mais. En fait, il y en a un que j'ai en tête, même peut-être 100 fois. Toi, mettons, le pire, c'était quoi? Ah, même chose que toi. Moi aussi, c'est le prospect moyen, une 50aine de fois, puis il y en a que je me suis rendu au moins 100 fois. Donc, ça, je te dirais que, encore une fois, j'ai interviewé, puis j'ai demandé quand même à beaucoup de gens, puis il y a peu de gens qui dépassent le cap des 10 fois. Puis, si on se Ah, mais c'est parce que je te dis, moi, je suis peut-être un abuseur. Là. Moi, ça me dérange pas. En fait, c'est que tant que la personne n'a pas dit non comme catégorique, comme rappelle-moi plus jamais, dans ma tête, je continue à l'appeler. Puis je développe une relation avec. Là. Ouais, exactement, mais c'est que tu finis par développer une relation à force d'appeler la personne continuellement. Ben, tu finis par développer même une relation, même si la personne, tu sais, j'ai des gens des fois qui sont super gentils, c'est pas le bon moment, je suis occupé. Puis peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste une façon de te dire gentiment non, mais des fois, il finit par arriver quelque chose dans la vie de ce prospect-là. Supposons une personne proche de lui tombe malade, se blesse, meurt. Mais là, des fois, c'est le wake-up call que tu as besoin pour dire, ben finalement, ce gars-là, il est gentil, il m'a appelé continuellement, sans arrêt. Je vais lui donner sa chance. Moi, j'ai souvent du monde qui m'ont dit t'es vraiment là, perspicace. Là. De ton côté, on dirait que t'abandonnes jamais. C'est ma façon d'être. Non, en même temps, c'est vrai. Puis le gars que je te parle, le gars que j'ai le plus appelé, j'ai fini par le closer comme Pierre.
Il a fini par devenir client, ce gars-là. C'est juste, moi, j'arrête pas. Tant que la personne ne dit pas, rappelle-moi plus jamais. Sinon, je vais continuer. Je vais développer des relations avec. Parce que je me dis, à force d'appeler quelqu'un, t'es tout le temps dans sa tête. Puis comme tu dis, c'est une question de temps qu'il se passe de quoi dans sa vie, puis qu'il pense à toi. Puis à tous les appels, des fois, je l'appelais même pas pour booker un rendez-vous. Je faisais juste un suivi, puis j'en avec de tout et de rien. Je finissais par l'avoir comme client à long terme. Je finis juste par développer des relations avec les gens. Je pense que les gens vont faire affaire avec toi s'ils t'apprécient en tant qu'individu. Puis à un certain point, ben, tu peux un rendez-vous avec lui, puis tu es capable de présenter une stratégie financière intéressante dans sa situation. Mais si tu as beaucoup de suivi, la game c'est dans le suivi, l'argent c'est dans le suivi. Il y a bien trop de gens qui font 2 appels dans leur semaine. Puis en plus de ça, ils rappellent jamais la même personne. Fait que ça devient tough. Là. Eux autres, ils espèrent être capables d'appeler une fois la personne, de booker le rendez-vous, puis de closer. D'avoir un ratio de 100% sur tout. Il y en a des clients que ça va être ça, mais ça ne sera pas les majorités des clients de ta carrière que ça va être de même. Là. Que tu vas faire un appel, un rendez-vous booké, ils se présentent, tu le closes sur le même rendez-vous. Il y en a des clients faciles comme ça, mais la majorité, ça ne sera pas de même. Fait faut que tu apprennes à faire des suivis, faut que tu apprennes à booker tes rendez-vous, faut que tu apprennes à confirmer tes rendez-vous, faut que tu apprennes à closer le rendez-vous, développer des relations avec ton client, faire de la vente éducative, aller chercher des références. Je pense qu'il y a trop de gens qui ne maîtrisent pas ça. Puis que ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont dans le domaine. Là. Des fois même plus. Ouais, c'est la base de tout, de demander des références. C'est vraiment une des méthodes les plus efficaces pour être capable d'aller chercher des clients qui sont toujours dans ton marché chaud. Fait que ça, il y a des gens qui n'utilisent même pas cette stratégie-là, donc ils sont toujours à OK, on recommence, on recommence, on recommence. Donc chaque semaine, c'est vraiment un nouveau livre, puis tu n'as vraiment rien d'acquis, puis aussi de faire des suivis comme tu le mentionnes. Mais quand on y pense, ça prend quoi? Ça prend 1 minute de faire un appel, même pas 30 secondes, 1 minute. Puis après ça, ben, il suffit juste que dans tous tes suivis de ta semaine, tu as 1 ou 2 personnes finalement qui te disent oui, mais ça peut déjà faire en sorte que ça te garantit une base de revenus. Donc souvent, les gens qui abandonnent rapidement un appel, 2 ou 3, ils arrêtent d'appeler, mais c'est que vous perdez une possibilité d'avoir des ventes à chaque semaine qui rentrent de manière continue. Moi, à chaque semaine, j'avais des ventes quand j'étais conseiller qui rentraient juste à cause de mes suivis. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger du tout, là. Ouais, mais il y a trop de monde qui néglige cette partie-là. Tu sais, quand ils se sentent. En fait, je pense qu'ils se sentent fatigants d'appeler la même personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conseillers qui pensent plus à comme qu'est-ce que ça va leur donner à eux et donc qu'est-ce que ça va apporter aux clients de s'asseoir avec eux et leur présenter des stratégies financières intéressantes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont plus la mentalité de prendre et non de mentalité de donner. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ils se sentent fatigants d'appeler le même client plusieurs fois. Mais moi, quand j'appelle le client, j'ai vraiment l'impression que s'il s'assoit avec moi, ça va vraiment faire une différence dans sa vie. J'ai plus l'impression que s'il ne s'assoit pas avec moi, il me manque quelque chose, parce que je sais que ça va l'aider au niveau de ses finances personnelles ou ses finances corporatives, si je réussis à m'asseoir avec. Donc, vu que j'ai plus une mentalité que je vais les aider et je vais donner, et non une mentalité que je vais prendre quelque chose, ben, ça me permet d'appeler la même personne plusieurs fois et jamais avoir l'impression que je suis fatigué avec mes clients. Ben, je pense qu'au niveau du mindset, je pense que ça fait une différence. C'est avoir plus la mentalité de donner que la mentalité de prendre. Très bon conseil. Je pense que c'est ça l'objectif, puis d'être vraiment présent avec des fois les prospects. Si on essaie juste de penser que je vais signer, ça va me donner combien d'argent, ben ça fait qu'on n'est pas à 100% avec notre prospect, puis ça se ressent. Donc, c'est vraiment important de juste le faire dans le bon objectif, d'aider les gens, d'avoir un but, de l'aider. Puis, si on finit par l'aider, mais puis surtout qu'on a bien éduqué le client, si on fait un wrap-up du podcast d'aujourd'hui, ben, je pense que les points qui reviennent, ben, c'est de bien éduquer les clients, faire des bons suivis, y aller vraiment dans une approche qu'on ne pense pas juste à notre propre bénéfice, mais on met en priorité celui de notre client. Puis, si on utilise ces éléments-là, ben, on peut être capable vraiment d'amener une business à un autre niveau. Donc, merci beaucoup, Xavier, pour ce podcast. Merci à toi pour l'invitation. Un grand plaisir, puis je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi, bye.